Salut à tous, bienvenue dans Mêlée Ouverte, ton rendez-vous rugby tous les lundis sur la chaîne YouTube RMC Sport. On va revenir bien sûr sur ce crunch de folie entre la France et l'Angleterre, ce nouveau titre pour les Bleus, et on va se projeter évidemment très vite vers la Coupe du Monde avec des visages bien connus, puisque Julien Landry est avec nous de Montpellier, Pierre Thévenet évidemment, et Roxane Lakuska, le nouveau visage de cette émission. Comment ça va l'équipe après ce match fort en émotion qu'on a vécu tous samedi? Très bien, très bien, on est heureux. Non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match aussi serré, aussi intense, et pour une fois, pour nous, ça se finit bien. Donc non, c'était très bien et très plaisant d'être au stade pour ce genre de match. Bon, le programme de l'émission, on va bien sûr revenir sur cette rencontre entre la France et l'Angleterre. On vous a préparé également une petite tier list pour savoir qui sont les gagnants, qui sont les perdants côté français du tournoi. On se projettera ensuite sur les grands chantiers de Fabien Galtier avant l'Australie, avant un petit quiz dont j'ai le secret. On va opposer Julien, Pierre et Roxane. Le dernier évidemment, puisque c'est la dernière émission pour le tournoi destination, mais on se reverra probablement très vite. Messieurs, madame, est-ce que vous y avez toujours cru lors de ce match entre la France et l'Angleterre, Roxane? Ou est-ce que tu t'es dit à un moment, c'est râpé, ce ne sera pas pour cette année? La question, c'est surtout à quel moment je me suis dit, ça y est, c'est pour nous. Oui. Parce que je crois que tout le long du match, je me dis, il va... Déjà, depuis le début de la semaine, j'étais hyper sereine. Je me disais, c'est sûr, les Anglais, on va leur rouler dessus. Faut savoir que la semaine d'avant, j'étais aussi très sereine face à l'Écosse. Oui, comme nous tous. Au début du match contre l'Écosse, je me dis, franchement, quand on défend, je me sens... Je suis pas inquiète, quoi. Bon, la suite du match m'aura fait mentir. Le match contre l'Angleterre aussi. Et plus on approchait du match contre l'Angleterre, plus je me disais, je le sens de moins en moins. Et pendant tout le match, je me dis, c'est pas possible. Je sais pas comment on va perdre ce match, mais on va le perdre. Et bon, soulagé à la fin, mais on doit le perdre tous les jours. Alors après, je trouve qu'on doit perdre ce match, mais on mérite pas pour autant de perdre le tournoi. Donc dans un sens, je trouve qu'il y a une petite justice quand même. Donc, Julien, ils ont été meilleurs que nous, les Anglais, samedi? Je me demande encore comment on a fait pour le gagner, moi presque finalement. Non mais si Smith met tous les points au pied, ça fait 6 points laissés en route malgré tout. On a tendance vite à les oublier aujourd'hui parce que Ramos fait 100% et le buteur anglais fait que 50%. J'étais à côté de Pierre et quand les Anglais mettent l'essai à la 78e, on est en train de se dire qu'on va passer une soirée de merde parce qu'après il faut travailler, il faut poser les questions et que la soirée s'annonçait pas du meilleur présage. Et puis finalement ils ont réussi à renverser ce match qui va pas nous empêcher de nous poser plein de questions sur ces Bleus, mais qui donne du sourire et qui offre un nouveau titre à cette équipe dont on dit qu'elle mérite plus de titres vu le talent de cette génération. Donc voilà, c'est le 3e trophée depuis l'ère Galtier, mais il est passé par le bout de la lorgnette. Et comme dit Roxane, je suis assez d'accord sur le fait on méritait pas de gagner de perdre le tournoi. Pardon. Quand tu vois la BBC en Angleterre a sorti un tableau, toutes les stats de tous les domaines, on est devant. Les Français sont premiers dans toutes les catégories, donc ça aurait été aussi un concours de circonstances. Non, sur le pourcentage de plaquage réussi et de plaquage dominant, oui, on est devant. Pas sur le nombre de points encaissés. Sur le nombre de grattages, je suis pas sûr. Mais... Non, mais au-delà de ça, il y a une quantité de stats où t'es plus fort que tout le monde. Donc je pense qu'on a moins de marge que ce qu'on pensait. On est passé de tout à une quantité. Sur le tableau qu'il montre, on est devant à chaque fois. Mais il y a au moins une vingtaine de stats importantes dans lesquelles on est devant. Donc je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait moins de marge peut-être que ce qu'on pensait après le match contre l'Irlande où c'était la fête pour tout le monde. Mais en effet, ce match, honnêtement, quand il marque l'essai, je pense qu'on a perdu. Quand il récupère le renvoi, je pense qu'on a perdu. Quand Pollock gratte le ballon et qu'il reste 20 secondes, je pense qu'on a perdu aussi. Et la pénalité à la fin, elle est gentille. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on aurait pu ne pas le gagner. Mais c'était très, très, très important de le gagner. Dans les stats, est-ce que tu as vu les expected points? On n'en parle plus. On en parlait en Afrique du Sud qu'on avait perdu. Mais je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Non, parce que là, tu les mets les points. Oui, bien sûr. Tu les marques en défense qu'il y a un problème. Pour toi, est-ce que dans ce match... tu ne devrais pas marquer, donc... Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce qu'il y a un point de bascule qui fait que finalement ce match il tombe dans notre escarcelle? Non, pardon. Non, comme tu veux. Le match, pour moi, on a le match en main. Enfin, on reprend le match en main en début de deuxième période. Et parce qu'on est en supériorité numérique. Mais évidemment, bien sûr. Et Fabien Galtier en parle après le match. Cette interception d'Oli Chesson sur une passe de Mathieu Gilbert, elle fait très mal parce qu'elle remet complètement les Anglais dans une dynamique inverse. Mais sinon, je vois pas d'autres points importants parce que c'était n'importe quoi. À la fin, les joueurs l'ont dit, c'était même plus du rugby. Je pense qu'on a
On l'oublie, mais je pense que le 4e essai de Louis Bielbiarré, qui vient de cet avantage qu'ont les Anglais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Kamachou-Kelly transforme en avant et plus avantage. On récupère le ballon. Bielbiarré marque un essai. Je pense que c'est un gros temps fort des Anglais. Et je pense que ce moment-là tourne pour nous. Alors, il y a Chesum qui tourne dans leur sens. Ouais. Celui-là tourne pour nous. Mais je pense Julien, en fait, tout a tourné pour nous. Comme ça, oui, tout a tourné pour nous. Tout a tourné tout le match. Et c'est ça qui nous sauve. L'essai de pénalité des Anglais, pour moi, il n'y a pas essai parce qu'il y a un écran à la formation du Maul et on le voit en direct avec Julien. On se dit, c'est quand même étonnant s'il l'attend. Et Andrew Brace le signale. Il fait un petit peu de lobbying à Machou-Kelly. Pour moi, c'est en avant volontaire de François Cross. Il y a ce ballon perdu par Pollock à la fin. C'est pas que des décisions arbitrales c'est vraiment juste que il y a les points au pied ratés par Finn Smith. Tout a tourné pour nous. Oli Chessum qui va pas entre les poteaux alors qu'il peut y aller. Enfin, t'en as l'impression que pour le coup, l'univers voulait qu'on le gagne celui-là. Donc on a eu de la réussite pour toi sur ce match? Ah oui, on peut appeler ça de la réussite totalement. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas un gros mot. C'est que oui, ça a tourné de notre côté. D'autant qu'on prend les bonnes décisions, avoir un petit peu de réussite, on va pas être contre. Julien, comment les Anglais ont fait pour nous mettre tant en difficulté alors que c'était une équipe un petit peu à la cave qui avait battu seulement des faibles Gallois au début du tournoi? Ils ont joué au rugby. Ils ont joué comme les Écossais. Les Écossais, ils ont montré le chemin à tout le monde. Cette équipe de France, tu mets de la vitesse, tu veux attaquer le milieu du terrain, tu fais des retours dans le sens. Après, c'est vrai, on a toujours tendance à oublier, mais on a démarré ce tournoi en disant que le match le plus difficile du tournoi, ça serait la réception de l'Angleterre, parce qu'ils sortaient d'une année 2025 exceptionnelle, que les clubs anglais roulaient sur tout le monde dans le championnat anglais. Donc on a vite tendance, c'est toujours pareil, mais parce que c'est la culture de l'instant présent et que les Anglais restaient sur 3 défaites et qu'on s'imaginait qu'ils allaient nous taper des chandelles tout le match et faire que ça. Et je pense qu'ils ont travaillé dans la semaine, ils ont compris comment les Écossais nous ont pris. Ça reste une équipe, alors Pierre, toi tu vas les connaître encore mieux que nous maintenant, Flo, Pierre les connaît aussi très bien, ça reste quand même des très bons joueurs de rugby tous. Je pense que Finn Smith, moi, change le visage de cette équipe et qu'ils ont décidé de nous jouer, et en nous jouant et en nous attaquant, ils nous ont fait mal parce que les Français ont des gros problèmes défensifs, on va en reparler, mais c'est une vraie alerte pour l'avenir de savoir que des équipes peuvent nous renverser assez facilement. Ouais, puis il y a un truc aussi, c'est que c'était quand même une équipe qui n'avait pas du tout la pression sur ce match. Nous, il y avait quand même l'enjeu de gagner le tournoi. Eux, à part nous embêter, il n'y avait rien à jouer. Oui, leur honneur, c'était ça. Mais en plus, je pense qu'ils adorent se dire, allez, on va aller embêter les Français si en plus on peut leur faire perdre le tournoi, franchement. Et j'ai senti une équipe qui n'avait pas l'air, du moins embêtée, qui avait l'air libérée quand elle jouait. Donc c'était peut-être le match le plus plaisant à regarder de tout le tournoi des Anglais. D'ailleurs. T'as raison, parce qu'il y a des joueurs qui étaient un petit peu à la cave jusque-là. Je pense à Maro Itoje qui fait un tournoi dégueulasse et qui là vraiment s'élève. Et alors, il y avait quand même la pression, c'était pour le sélectionneur anglais. Parce que là, on est sur un match où on a deux sélectionneurs qui, alors, soit sauvent leur tête, soit évitent une crise. Parce que Borswick, ils ont quand même montré, les Anglais, des choses très bien. Et Galtier, c'est ce qu'il a dit, parce que Thomas Ramos a dit en défense, on n'a quand même pas été bon. Il a dit ça, on verra plus tard. On a gagné. Sujet-là, on a gagné. La victoire efface tout. L'essentiel. C'est un peu normal aussi. Et c'est vrai, bien sûr. Voilà, on dit plein de choses. Non, mais on critique, on dit plein de choses et elles sont toutes vraies. Et il y a plein de choses à améliorer. Le fait est que ce tournoi, il fait beaucoup de bien au moral aussi. Pour Borswick, lui, il le dit après le match. Un journaliste anglais lui demande est-ce que vous êtes toujours l'homme de la situation. Il le dit je l'étais avant ce match, je le suis après. Pour lui, il n'y a aucun doute sur sa place à la tête de cette équipe anglaise. Mais moi, ce qui m'a étonné sur ce match, c'est surtout le niveau de structure collective de l'Angleterre par rapport à nous. Nous, il y a un désordre qui est aussi assumé. Mais des fois, on se regardait avec Julien, on se disait mais t'as une équipe structurée et en face, nous, on fait mais n'importe quoi. Ouais. Et ce n'importe quoi, souvent, nous amène à marquer des points parce que sur des éclairs, sur des coups de pied dans la profondeur, on a cette arme fatale vers Louis Bielbiarré. Mais combien on a vu d'actions offensives construites de la part des Français ou défensives? Oui. Il y en a eu très peu. Il y a cette séquence en toute fin de match sur notre ligne où pour le coup on arrive à les repousser, où Olivon se met en dessous de l'Anglais pour coffrer le ballon. Mais sinon on a eu l'impression qu'on était toujours dans un espèce de bazar où on n'arrivait pas à se placer offensivement, défensivement. Et c'est le génie de Bielbiarré, le génie de Ramos presque qui nous maintient le match. C'est le seul plan de jeu sur ce match. Ouais. C'est le seul plan de jeu. C'est le chaos qui va nous plaire offensivement, mais par contre... Et qu'on maîtrise qu'on maîtrise pas. Ouais. Mais comment on peut expliquer une telle désorganisation défensive? On n'avait pas vu ça face à l'Irlande. Là, en 2 matchs, on se prend quasiment mais parce qu'ils ont joué différemment. Ouais. C'est ce que disait Julien. L'Irlande n'avait pas joué comme ça. L'Irlande avait voulu occuper à outrance. Et c'est ce qui nous inquiétait avec Julien, c'est que
on essaie de s'adapter à l'adversaire, mais en anticipant mal ce que va faire l'adversaire. Ça a été le cas contre l'Écosse et c'est encore plus le cas contre l'Angleterre. On prépare le match en se disant on va se faire arroser pendant toute la rencontre. Ouais. Résultat, ils jouent pas un ballon au pied, ils tiennent tout à la main et on est complètement perdu. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, de se dire on fait tout pour s'adapter au maximum dans notre stratégie, mais en fait on a mal lu ce qu'ils allaient faire. Et on est incapable de s'adapter pendant le match. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Et l'Angleterre comme l'Écosse, ils ont mis de la vitesse et ils nous ont fait très mal dans ce centre du terrain notamment. Julien, est-ce que tu penses que notre défense assez particulière, inspirée de l'UBB avec Jalibert qui défend 13... Oh, le lance pas là-dessus. Est-ce que ça peut être une vraie explication des points qu'on encaisse ou bien on en fait trop avec ce sujet? Je pense qu'il y a... Moi, je pense qu'il y a toujours un sujet à Jalibert. Je pense que tu demandes de l'adaptation au centre en permanence en fonction de la zone du terrain où tu es. On dit que nos centres ils sont pas connectés, mais c'est normal, nos centres ils bougent tout le temps. Tu décales ton ailier du côté fermé, côté ouvreur. Du coup, c'est Antoine Dupont qui défend le petit côté. Je pense que ça demande des adaptations. Autant l'UBB c'est quelque chose qui est travaillé souvent, autant l'équipe de France, malgré tout, c'est des à-coups. Donc je pense qu'il y a ça. Non, moi aujourd'hui, le vrai problème que je vois de cette équipe de France, c'est que la force de Fabien Galtier depuis qu'il est sélectionneur, c'est cette capacité qu'ont les Bleus à gratter les ballons, à ralentir les rucks adverses. Ce qu'on n'a pas fait en Écosse, 120 rucks écossais, aucun attaqué. Les Anglais, on a attendu la 61e minute pour aller attraper un ballon par Jean-Baptiste Gros, et qui est d'ailleurs important. Donc moi je pense que il va falloir, mais c'est pour ça que des fois, après on me dit que j'en veux à Fabien Galtier, et des fois j'aimerais qu'il nous explique. Si, moi c'est assumer, expliquer, en disant, ben voilà, on préfère être 14 sur la ligne défensive. Pierre en parlait tout à l'heure, on a été très pénalisé sur la tournée de novembre. On voulait mettre un focus sur le fait d'être moins pénalisé, donc on a décidé de plus attaquer les rucks, d'être solide sur la ligne de défensive. Très bien, mais sauf que si tu es sur la ligne défensive, il faut les gagner les contests, il faut les gagner la ligne d'avantage, sauf qu'on ne gagne pas la ligne d'avantage et on refuse d'aller ralentir le jeu adverse. Donc tu te retrouves à défendre sur les talons en permanence, et qu'est-ce qui se passe sur les talons? Et tu prends des vagues, et à force de prendre des vagues, tu prends la marée. Des fautes. Et c'est ce qui s'est passé en Écosse, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Donc moi, c'est encore une fois, l'explication de Jalibert, Laurent Labitte nous l'avait expliqué dans un podcast, c'est pas un problème de le décaler, les joueurs sont habitués, quand tu récupères le ballon, il y a 2 passes en plus, tu vas chercher ton ouvreur, c'est très bien. Moi, si les rucks, c'est expliqué, assumé, et très bien, sauf que là, j'ai du mal à voir l'intérêt. Pendant 5 ans, ça a été ta force, et que là, tout d'un coup, tu te dises plus rien, on gratte plus un ballon. Moi, j'ai du mal à comprendre la logique. Mais dans les stats avancées, c'est dingue, hein, le nombre de ballons grattés de l'équipe de France par rapport à nos concurrents, on n'existe pas dans ce secteur. Tu grattes pas clairement et tu ralentis pas. Ouais, t'as raison. Surtout ça. Ouais. C'est que tu subis les contacts et derrière ça va à une vitesse folle. Et évidemment que tu es sur les talons et tu recules. Il y a eu aussi un problème que Philippe Saint-André a soulevé ce week-end sur RMC, c'est le fait qu'on relâche des plaquages beaucoup aussi. On voit, il y a l'exemple de Moefana qui le fait beaucoup, il monte très fort, il impacte très fort. Et en fait, le mec en général rebondit et arrive à regagner 2-3 mètres derrière. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui le font. Et ça fait tu rentres dans un mouvement où tu recules, et en fait tu te rends compte que tu es devant ta ligne très très rapidement. Et ça, on le voyait pas avant. Mais alors pourquoi? Parce qu'on veut se replacer très vite, faire... Ouais. Il y a une stat, Flo, je crois que je disais tout à l'heure, on a 120 situations défensives contre les Anglais, et les Anglais prennent 70 fois la ligne d'avantage sur les 120 situations défensives. Énorme. Donc ça veut dire que une fois sur 2, à chaque fois qu'ils t'ont attaqué, ils ont avancé. Donc c'est impossible de défendre dans ces conditions-là et de garder un rideau défensif, parce que quand tu es transpercé, le collègue à côté, il quitte sa zone pour venir renforcer. C'est impossible de subir autant les collisions et de céder autant la ligne d'avantage. Mais alors c'est quoi? Ça, c'est lié à un problème de densité physique, parce qu'on a mis des mecs un petit peu plus coureurs, du Olivo en 8, du Mathieu en 7? Non, parce que Meafou joue et fait ses impacts. Je pense pas que ce soit un problème d'homme, je pense que c'est vraiment un problème d'organisation. Et comme dit Julien, juste on n'arrive pas à l'expliquer. Parce que c'est pas qu'ils n'arrivent pas à les gratter, c'est qu'ils y vont pas. Et en fait, c'est une consigne limite de et en fait, tu vas pas, donc tu recules, donc tu peux plus y aller. Donc tu défends sur les talons et t'es forcément pris derrière. Donc je peux pas l'expliquer. Et l'équipe adverse a de la vitesse avec ses fameux rucks de moins de 3 secondes. Les Écossais, les Anglais, ils ont eu des rucks plus de 50% les Écossais de moins de 3 secondes. Ouais, donc c'est... Même les Anglais, ça allait très très vite. Toute la vitesse. Parce que tu n'es pas obligé de gratter le ballon, mais tu peux juste traîner un peu dans le ruck, arriver à ralentir un tout petit peu la sortie pour permettre à ta ligne défensive de se replacer. Sauf que là, si tu ralentis pas, que tu vas pas gratter et que tu as du mal à te replacer, et ben ça a fini avec 96 points de match. Bon, on parlera de toute façon de ces sujets et des solutions qu'on peut apporter dans une deuxième partie. Roxane, on a gagné ce tournoi. Nous, on avait fait une émission avant l'émission. On disait que l'objectif, certains autour de cette table disaient ça en tout cas, que c'était le Grand Chelem. Est-ce qu'à partir du moment où on gagne le tournoi, pour toi, c'est un tournoi réussi? Non. Non, parce qu'il y a la forme,
le fond en tout cas me convient pas trop. Je trouve qu'on s'est pas du tout rassuré, si ce n'est même, je trouve même qu'on a régressé sur certains aspects. Et en plus, on s'est mis le doute là où on avait de la confiance. Et je parle là plutôt du match contre l'Écosse. Qu'on risque, on le sait tous, le but c'est pas de gagner des tournois, même si c'est magnifique de gagner un tournoi et on crachera jamais dessus, mais le but c'est d'être champion du monde, surtout avec cette génération-là. Et on risque de rencontrer l'Écosse en 8e de finale de la Coupe du Monde. On s'était plutôt tous dit, normalement l'Écosse ça sera une formalité. Là on s'est mis le doute, on se donne l'occasion de se dire quand on va les rencontrer, ceux-là ils peuvent nous faire quand même vraiment très très mal. Et du coup de ce point de vue-là, je trouve qu'on a régressé. Et sur les 2 derniers matchs, moi sur les 3 premiers, j'étais d'accord pour dire qu'on avait une équipe qui était extraordinaire. On a même eu un débat entre nous à se dire est-ce que c'est la meilleure équipe du monde qu'on a actuellement. Moi j'étais plutôt de la team on calme les ardeurs. Les gars, on n'a pas rencontré encore des équipes qui nous font vraiment, qui vont nous taper là où ça fait mal. Et là on l'a vu sur les 2 derniers matchs. Moi je trouve qu'au contraire, on s'est mis le doute là où on n'en avait pas forcément avant. Pierre, tu as moins de certitude qu'avant le début du tournoi ? On a régressé pour toi ? Non, moi je disais, je pense qu'on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Je suis déçu de la fin du tournoi, évidemment. Ouais. Mais je pense qu'on peut pas dire que c'est pas réussi quand tu gagnes pas un tournoi à destination, parce que c'est pas comme si on le gagnait tous les ans non plus. Donc oui, je suis déçu de pas faire le Grand Chelem, mais ça aurait été important de le faire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Roxane. Peut-être qu'on a vu nos bleus un petit peu trop beaux aussi sur ce début du tournoi où on prend une Irlande qui a pas ses piliers, qui avec Prendergast en 10, qui est non mais c'est vrai qui est pas bonne tout simplement, qui a changé considérablement au fur et à mesure du tournoi. Mais je pense pas qu'on soit au-dessus de la mêlée comme on pensait l'être avant. On est la meilleure équipe d'Europe depuis 2 ans. Oui. On n'est pas largement la meilleure équipe d'Europe, c'est-à-dire pas au point de faire des grands chelems. Est-ce que c'est grave en vue de la Coupe du Monde ? Peut-être parce que on n'est pas en avance parce que ça arrive très vite. Maintenant, comme a dit Roxane, l'important c'est la Coupe du Monde et moi je prends ça comme des périodes de travail aussi et si tu arrives à travailler en plus en gagnant le tournoi c'est mieux, mais je me dis que le match contre l'Écosse ça nous met un avertissement. Est-ce qu'on va être capable d'y répondre derrière, c'est la question, mais je prends plus ça comme une période de travail en vue de la Coupe du Monde que comme un gros point noir sur le mandat Galtier. Julien, toi tu voulais le Grand Chelem, on a gagné le tournoi sans Grand Chelem, est-ce que c'est un tournoi réussi pour toi ? De toute façon, pour moi, c'est un tournoi où il y aura un mais. Il y aura le mais des 50 points pris en Écosse, qu'on ne pourra pas oublier, qui pour moi reste une grosse tâche sur ce tournoi. Moi, j'avais toujours dit, si tu gagnes le tournoi, que tu ne gagnes pas le Grand Chelem, parce que, ce que j'avais dit la semaine dernière, un fait de match en Écosse, tu perds 24-20, sauf que là, tu as pris une dérouillée en Écosse et que les 40 points que tu marques sont du fait que les Écossais lâchent un peu. Et tu encaisses 46 points contre des Anglais, tu l'as dit, Flo, qui marchait, qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Après, c'est que Pierre l'a dit, c'est des périodes de travail, mais si, je disais tout à l'heure, et j'aurais même pu remonter plus loin, si tu prends les 11 derniers matchs des Bleus, donc les 3 en Nouvelle-Zélande, ils sont perdus. Les 3 de la tournée de novembre, l'Afrique du Sud, tu sors effrayé. Les Fidjiens, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'Australie, il y a un gros mais. Donc, c'est-à-dire que les 6 derniers matchs, ils sont pas terribles. Et là, sur les 5 du tournoi, il y en a 2 qui t'inquiètent. Donc, ça fait 8 matchs sur 11 où on a quand même des gros doutes. Alors, les 3 de Nouvelle-Zélande, on peut les sortir. On est parti avec une équipe C, sauf que c'est pas la grande Nouvelle-Zélande. Mais donc, sur les 10 dernières sorties des Bleus, il y a 8 matchs où on a des interrogations. Et Pierre l'a dit, les Irlandais, on les a joués sans leur meilleur joueur et avec Prendergast. Donc, j'ai tendance à penser, peut-être moi, qu'on a un peu reculé par rapport à la saison dernière, qu'on est plus fort offensivement, mais qu'on a plus de lacunes qu'on pouvait avoir l'année dernière. Donc, il reste pas beaucoup de matchs d'ici la Coupe du Monde, donc il faut vite se remettre au travail. Je vais le redire, il faut peut-être arrêter de donner des jours de repos aux joueurs quand ils viennent à Marcoussis. Et refaire peut-être des entraînements à haute intensité. Non, mais c'est la blague. Mais non, mais il reste plus beaucoup de matchs. Et sur les 11 derniers, je me dis que la moitié sont pas ratés, mais la moitié nous inquiète. Bon, on va continuer sur les enseignements de ce match, de ce tournoi, en s'intéressant maintenant au sort individuel des joueurs. Je vous propose de faire donc une tier list où on va classer les joueurs qui ont disputé ce tournoi et certains aussi qui ne l'ont pas disputé avec différentes catégories. Il va nous remettre à l'Entamac Jalibert, regardez-le. Ah non, entre autres. Alors, vraiment, si tu crois qu'il y a une mauvaise intention de ma part, alors là, tu te trompes. Donc j'ai mis 5 catégories, j'ai mis les grands gagnants de ce tournoi. Ça ne veut pas dire les meilleurs joueurs, ça veut dire ceux qui sont montés dans la hiérarchie. Voilà, les gagnants,
le statu quo, des joueurs qui ont été fragilisés, en danger par ce tournoi, et certains qui peuvent peut-être déjà dire au revoir Goodbye Australia. Goodbye Australia, exactement, à l'Australie. On commence, si vous le voulez bien, par Jean-Baptiste Gros, le gaucher de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez pensé de son tournoi ? Catégorie, Flo ? Il y a grand gagnant, statu quo, en danger ou goodbye Australia. Comme l'a mis Guy Pierre, mon accent a été un petit peu moyen. Qu'est-ce qu'on pense de Jean-Baptiste Gros ? Grand gagnant. Grand gagnant. Tournoi énorme. C'est peut-être l'un des meilleurs bleus sur ce tournoi. En petites interrogations sur sa tenue en mêlée que va sans doute soulever Julien, mais quand tu fais 52 sur 52 au plaquage, 100%, c'est le seul joueur à le faire. On a des images marquantes de Jean-Baptiste Gros qui gratte un ballon important, on l'a dit, contre l'Angleterre, qui rattrape Kinghorn à la course contre l'Écosse et qui le plaque. Il fait un 22 sur 22 au plaquage contre l'Écosse, c'est monumental pour un pilier gauche. Pour moi, s'il y avait encore un débat sur ce poste-là, mis fin à ce débat-là. S'il est apte, ce sera lui en Australie et basta. Il est top 5 monde à son poste, Jean-Baptiste Gros. J'ai l'impression qu'il est monté dans la hiérarchie avec ce tournoi. Ça fait 2 ans que, pour le coup, il est peut-être l'un des meilleurs Français au tournoi l'année dernière déjà. Il est dans ces eaux-là, on va dire, dans la hiérarchie. Je pense que oui, aujourd'hui, tu fais une hiérarchie, il est dans le top 5 de ces postes-là. Oui, il est pas loin. Avec quelques lacunes parfois en mêlée, mais ça va. On continue côté gaucher avec Rodrigue Netti, son remplaçant attitré pendant tout le tournoi. En danger pour moi. En danger s'il y a un vrai gaucher qui arrive derrière. C'est ça en fait. En danger, mais par rapport à quoi ? En danger par rapport à ses performances, mais pas en danger par rapport à la concurrence. Donc, c'est qui sa concurrence ? Dani Priso ? Si Baptiste Erdocio, petit tabouret, vous voulez revenir Erdocio, Priso qui peuvent le concurrencer ? Mais Priso, ça fait 3 ans qu'il est excellent en top 14, il n'a jamais sa chance. Donc, Wardy ? C'est vrai. Oui, on a dit qu'on parlait pas de Rochelet. On m'a pas prévenu. Futur Montpellierin. Futur Montpellierin. Pour moi, en danger, s'il y a un gaucher qui perce. Mais ses performances en danger. Moi, j'avais trouvé qu'il n'avait pas fait une mauvaise tournée de novembre, Erdocio. Alors après, il est vraiment en difficulté à Montpellier en ce moment. Mais Forletta, il n'aurait pas fait pire que Rodrigue Netti, parce que Forletta est redevenu à un très très haut niveau à Montpellier. Le temps de fêter un titre passé et puis hop, ça a mis 3 ans. Il a mis 3 ans. Il revient son titre et il est en danger. On continue avec la première ligne. Julien Marchand, notre talonneur. Statu quo, moi j'aurais. Ouais, j'aurais mis statu quo aussi. Statu quo. Un petit peu déçu, mais il peut pas être en danger de toute façon. Bon, sauf si Movaca, mais il sera pas en danger pour être dans les 23. C'est ça. Donc il fait un bon tournoi. Il fait un excellent début de tournoi. En fait, à l'image des Bleus. Ouais, c'est ça. Excellent début de tournoi et les 2 derniers matchs un peu plus en difficulté. Mais comme disait Julien, moins d'impact au grattage, un peu moins d'impact à la course aussi. Donc oui, statu quo, très bon en touche. Et c'est quand même important parce qu'il fait quasiment du 100% sur le tournoi. 39 sur 40, je crois que j'ai compté. 39 sur 40. On continue avec nos talonneurs. Peato Movaca. Même chose, pareil, non ? Ouais. Moi, je suis déçu, mais il revient de blessure et il n'y a personne qui peut lui prendre la place. Donc, statu quo. Okay. Oui, et puis c'était pour le coup le titulaire indiscutable la saison dernière en pleine forme. On disait qu'on avait un talonneur stratosphérique. Je pense que quand il va retrouver sa pleine mesure, il va reconcurrencer Julien Marchand pour être le numéro 1, ou en tout cas le numéro 2 titulaire de cette équipe de France. On est peut-être un petit peu déçu de ses entrées qui n'ont pas eu le tranchant habituel. Il revient tout juste. Il revient tout juste. Comme la plupart, il a laissé du temps. Max Lamotte. Rien n'a changé pour lui, c'est le numéro 3. Ah oui, c'est ça. Non, mais pour moi, Max Lamotte, c'est des joueurs qui peuvent être en danger parce que c'est des numéros 3 dans la hiérarchie. Ouais. Et puis pour le coup, on l'a pas beaucoup vu. On l'a vu, il a fait un match. Oui, mais c'est dur de le mettre en danger vis-à-vis de ses perfs. Oui, vis-à-vis du tournoi, c'est compliqué. Il est en danger tout court. Je pense que tu n'aurais pas dû le mettre dans cette tier list. C'est une légère erreur de ta part, mais c'est pas grave. Tu as noté. Moi-même, je suis en danger. On a dit que c'était la dernière émission. C'est la dernière. Je peux dire qu'on est limite. Parlons des droitiers maintenant avec Dorian Aldeguerri. Oula. Bah en danger si quelqu'un débarque. En danger. Mais pas moi je le mets pas en goodbye australien. Non, pas parce que... En fait, il est entre les deux. Bah il est un peu là sans être méchant par défaut quoi. Oui, mais au vu des choix de l'équipe de France dans cette tournée. Mais c'est ça, tant que t'as personne pour le concurrencer. Ils ont décidé de ne pas faire confiance à Régis Montagne alors que c'était censé être leur titulaire en novembre. Alors ils avaient dit il a pris de l'expérience, il va être prêt. Bam, l'Irlande arrive, Montagne est sur le banc et ensuite il sort. Problème, hein. Donc moi je vois pas comment il pourrait être en danger pour être en Australie, étant donné que là il a joué titulaire les 5 matchs du tournoi. Ouais. Et il n'a pas été très sans avoir fait un match exceptionnel.
Flo, je pense qu'il n'y aura personne dans ta catégorie Goodbye Australia. Oui. J'en ai bien peur. Très bien. Mais ça me. Attends, parce qu'il y a peut-être des absents de la liste qu'on retrouvera pas. Il y a aussi mis des absents. Il y a des absents aussi. Des absents. Oui. Vous êtes, comme on dit chez moi, des moqueux de gens. Vous critiquez beaucoup cette tier list et ça ne me plaît guère. Non, on est là pour ça. On va refaire le manque de batterie de la semaine dernière. Demba Bamba. Avec moi, Aldegheri. pour le coup, il pourrait être dans Goodbye Australia. Ah, tu crois? T'as pas été convaincu par ses entrées? Moi, c'est toujours pareil, tu mets qui à sa place? Tu mets Colombe à la place? Colombe, Black Lion. Je trouve qu'on attend beaucoup de lui depuis qu'il est champion du monde. On n'attend plus grand-chose de lui récemment, Julien. Oui, mais je pense que ça déjà, fait longtemps qu'il n'avait pas été rappelé. Tu vois, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été rappelé. Alors là, les circonstances fait que tu le rappelles. Et je trouve que ces 2 entrées, en Écosse, c'est pas trop. En Écosse, ça va. L'entrée contre en les Écosse, Anglais, ça va. L'Écosse contre l'Angleterre, elle est dure, quoi. Oui, mais Jules, en fait, si tu considères que tu compares à avant le tournoi, pour moi, c'est statu quo. Parce qu'il est là en embuscade. Si jamais il y a besoin... en Australie ou pas? Non, je dis pas ça. Je dis qu'il est dans la même situation qu'il était avant le tournoi. Ouais. C'est-à-dire, on connaît ses forces. Même peut-être un peu meilleur en réalité. Non, mais non, parce qu'il rentre, il s'est pénétré. Vous pensez qu'il allait jouer? Non, je veux dire, je pensais pas qu'il allait jouer, mais il est dans la même situation dans le sens où s'il y a des blessés, il est prêt, on sait qu'on peut l'appeler, mais on sait qu'il va faire des fautes et qu'il va mettre du tonus, mais qu'il va coûter des points. Ouais. Et pour moi, on n'a pas une nouvelle info dans ce tournoi. Il est au même endroit qu'avant le tournoi. Où est-ce que je le mets alors? Statu quo, en danger, Goodbye Australia? Bon, Roxane, c'est ta première. Après, j'entends statu quo pour Pierre. Moi, je mets en danger. En danger. On tranche entre les deux. Très bien. Georges-Henri Colombe. Je le mets à côté de Demba. Ouais, en danger aussi, on l'a pas trop vu. C'est le même, en fait. Ce qui est terrible, c'est que tous nos droitiers, en fait, on les met en danger. Ou blessés ou en danger. Mais parce qu'on n'a pas de droitier capable de remplacer Winnie Antonio, de toute façon. Tu démarres avec Georges-Henri Colombe derrière Aldegheri en disant si jamais, et puis il fait pas des bonnes entrées, et du coup tu rappelles Demba Bamba. Il se blesse. Oui, il se blesse. Non, mais le problème, c'est que c'est des joueurs, ils répondent pas présents avec le peu de. C'est bien pour ça que Servat avait rattrapé par le callback Antonio quand il a voulu partir. C'est terrible, mais on a gagné le tournoi. Pour l'instant, on n'a qu'un grand gagnant. Ça va arriver, t'inquiète pas. Ça arrive. Bon, alors en parlant de Charles Olivon, le grand Charles, je l'ai mis en 2e ligne là. Pour la tier list. C'est quoi la deuxième catégorie? Gagnant. T'es d'accord, Julien? Julien, tu ne dis plus mot. T'es pas d'accord? Non, parce que pour moi, presque, ce serait un grand gagnant du tournoi, parce que il est souvent blessé. C'était au départ un titulaire indiscutable en 3e ligne, et je trouve qu'il a rajouté une corde à son arc dans ses chances de jouer dans ces matchs-là. C'est-à-dire que c'est redevenu un vrai numéro 4 performant, une vraie alternative à Flamand. Même si je trouve que sa fin de tournoi elle est un peu difficile, mais à l'image des Bleus, je trouve qu'en numéro 8, alors tu vas pas être d'accord Flo, mais je trouve qu'il n'a pas eu le rayonnement qu'on attendait de lui contre les Anglais. Ouais. Mais pour moi, ça reste un grand gagnant parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une équipe de France, tu te dis qu'Olivon, si tu ne le mets pas en 3e ligne, tu le mettras 2e ligne et qu'il reste mais moi, je trouve le meilleur marqueur. Je trouve qu'il fait un moins bon tournoi que Jean-Baptiste Gros et je trouve qu'il peut payer sa polyvalence dans un 15 de départ aussi. Dans un 15 de départ, mais pas dans les 23. Non, pas dans les 23. Mais donc voilà, gagnant, grand gagnant, comme vous voulez. Roxane. Tu tranches. Allez, laissons grand gagnant. Il m'a convaincu, Julien. Moi, je suis d'accord avec Julien. Et souvent, donc. C'est le problème de tout le monde. Mais pour illustrer ce que vous dites, il y a la déclaration de Fabien Galtier en conférence de presse qu'on lui pose un petit peu la question sur la polyvalence de Charles Olivon. Il dit peu importe le poste de Charles Olivon, ce qui compte, c'est qu'il soit sur le terrain. Et c'est vrai que cette polyvalence, pour l'instant, elle lui sourit plutôt. Très bon. En 2e ligne, on va continuer avec Thibaut Flamand. Statu quo, on sait que c'est le meilleur. Oui. Pour moi, il n'était pas là, ça s'est plutôt bien passé, mais quand il est revenu, il a fait beaucoup de bien. T'as peut-être un des meilleurs 4 du monde, tu le fais jouer. Il fait un bon. C'est pas un statu quo négatif. Statu quo, du coup. Devant Julien Marchand. Oui, il fait un devant meilleur Julien Marchand. Allez, très bien. Tu peux pas. C'est fait. Ne vous en faites pas, la technique. Merci à la prod qui nous aide de façon merveilleuse. Emmanuel Meafou, moi je le mets en gagnant. Grand gagnant. Grand gagnant. Ah oui. Gagnant, grand gagnant. Grand gagnant dans le sens où il était vraiment pas bien. Il était un peu à la cave avec et ça a été un des seuls à remettre de l'avancée sur cette fin de tournoi. Contre l'Italie, il est énorme. Contre l'Angleterre, il est énorme. Contre l'Écosse, il est remplaçant, on est moins bon. Après le match contre l'Irlande, on se disait cette option Olivon Guillard, elle est pas mal. Et en fait, Meafou a fait des matchs qui montrent que tu as besoin de lui. Et je pense que lui aussi s'est fait du bien dans ce tournoi de destination.
Donc par rapport à sa situation d'avant-tournoi, je dirais que c'est un grand gagnant parce qu'il a montré que c'était lui le 5 titulaire et Michael Guillard peut être aussi bon qu'il veut. C'est Meafou qui démarre. Tout le monde est d'accord avec ça? On le met en grand gagnant? Oui, et puis il a aussi été capable de faire 80 minutes au niveau international contre l'Italie. Et ça compte parce que tu sais que c'est un joueur qui a cette capacité-là de tenir sur la durée. Donc, et puis il est unique dans ce profil-là, même si Pierre a raison. Guillard, il peut être aussi bon qu'il veut. Il n'y aura jamais la puissance et la densité c'est pas le même profil. Emmanuel Meafou. Donc il est unique dans le profil de ce joueur-là. Et donc oui, c'est un grand gagnant du tournoi. Hugo, Radou, statu quo? En danger, moi je mettrais. Ouais, moi je mettrais en danger. Par rapport à avant le tournoi, je le mettrais en danger, moi. D'accord, je le mets où? Avec moins en danger? Julien est pas d'accord. Un peu plus en danger qu'Aldeguerri? Je mets Aldeguerri un peu moins en danger? Bah, pour moi, il y a d'autres profils qui parce qu'Aldeguerri, de toute façon, tu vas en avoir besoin. Ouais. Ça me va. C'est que l'année dernière, c'était un remplaçant. En danger, qui c'est qui prend sa place? Pour le rôle qu'il avait avant le tournoi. Tu vois, pour moi, le tournoi dernier, novembre, c'est un remplaçant qui est tout le temps là. Pendant le tournoi, il a quasiment pas joué. Un peu déclassé. Tu vois, un peu déclassé dans ce tournoi. Parce que, avec l'explosion d'Olivon. Oui, mais moi, je trouve qu'il a... Oui, mais je pense qu'il sera dans les 33 pour l'Australie. Ouais, moi je te parlais parce que... Oui, mais il est dans pour la feuille de match, avant je pense ce tournoi, qu'il il était dans les 23. C'est pour ça que je te dis ça. Chacun est en danger par rapport à son statut aussi, tu vois. C'est plutôt ça, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ouais, moi aussi. En fait, je suis plus souvent d'accord avec Pierre qu'avec lui. Après, je suis d'accord, il aurait peut-être, je sais pas, s'il aurait pu plus jouer que ça. Avec cette nouvelle, ces associations de deuxième ligne, je pense qu'Auradou, après, c'est sûr que là, il rentre qu'une minute contre l'Angleterre. Mais oui, il a peut-être été un peu déclassé, il est devenu le numéro 5 alors qu'il était plutôt le numéro 4. Après, on va pas à nouveau remettre en question la tier list de Flo, ça fait beaucoup de bien. Je suis pas rien, là, c'est Hugo Auradou. Si vous avez été conquis par son entrée à la 79e et l'absence de Leninouchi, j'y peux rien. Michael Guillard, dans la tier list, où est-ce qu'on le met? Je mettrais gagnant, moi. Gagnant pour moi. Ouais, gagnant. Bon. Il a montré qu'il pouvait jouer partout et qu'il était bon partout. Donc je le mettrais gagnant. C'est bien dit. Leninouchi, justement. En danger pour moi. En danger, vu le... Il est forcément en danger. C'est pas juste, mais en danger. C'est pas un statu quo. J'ai toujours pas compris, compris, moi, cette histoire, mais enfin bon, c'est pas grave. De pas le c'est mettre pas un dans le gagnant groupe pour parce qu'il est mettre sorti Auradou du et Brennan, pardon, mais bon. Oui, mais tu pensais que t'allais te faire arroser tout le match. Pour moi, Auradou... Non, mais Auradou, je pense que il a ce profil-là de sauteur en touche. Moi, je ne comprends pas, par contre, Brennan à la place de Nouchi. Moi, c'est les deux, avoir les deux deuxièmes lignes. Alors, bon, enfin bon. Oui, non, mais c'est plus ça, tu vois. Non, mais que tu es un deuxième ligne en te disant, mais voilà, si jamais Flamand se blesse, il nous faut un numéro 4 et parce qu'on a Olivon en 8. Donc, avoir Auradou, moi, ça me dérange pas. C'est se priver de Nouchi qui fait 3 bonnes entrées sur les 3 premiers matchs, qui est donc le seul joueur puni de l'Écosse pour son entrée et ce carton jaune reçu. Et je trouve ça tellement simple de punir un Lenny Nouchi qui est un jeune, plutôt que, surtout une semaine avant, Galtier avait dit qu'il avait toutes les qualités requises pour exploser au niveau. Moi non plus, je comprends pas. Mais du coup, tu te dis qu'il est en danger aujourd'hui dans l'esprit de Galtier, quoi, parce que, bien sûr. Mais sans aucune explication. Mais c'est vrai que ça me semble assez injuste vu ses performances, que ce soit en club ou en sélection. François Cros, où est-ce qu'on le met? Statu quo. Statu quo, mais on est un petit peu déçu, mais il est pas en danger, quoi. Il sera jamais en danger, je pense. Donc, je pense que les staffs voient des choses qu'on ne voit pas, et que voilà, il jouera. S'il est là, il jouera. Il est indispensable aux yeux des sélectionneurs. Greg Aldrit. En danger. Est-ce qu'il a bénéficié de cette fin de tournoi où on a semblé manquer un peu de densité physique? Bah donc, bref. Mais ça dépend. Il est en danger. Pour moi, oui, mais à mon avis, dans l'esprit de Galtier, il est quand même en danger. Qu'est-ce qu'elle est mal faite cette tier list parce que Non, mais est-ce qu'on dit en danger pour sa place en Australie ou en danger? Est-ce qu'il est moins en danger qu'avant le tournoi? Tu vois, c'est ça le. Absolument, je sais pas. Pour moi, il est moins en danger qu'avant le tournoi, mais malgré statu quo, tout, du coup. Statu quo alors? Moi, je dirais statu quo. Ouais. Oui. J'ai entendu Julien dire mais je sais pas. Non, je sais pas. C'est pour ça que je dis statu quo. On est au même point. On sait qu'il est moins bon en ce moment, mais on n'a pas vraiment quelqu'un pour le remplacer. Donc statu quo. Non, mais oui, je suis d'accord, statu quo. S'il fait des grosses performances avec La Rochelle, il regagnera. Il peut revenir. Voilà, c'est ça. Oscar Gégou. Statu quo. Qui fait des bons matchs, mais qui est suspendu pour un geste assez stupide. Grand gagnant pour moi. Grand gagnant, malgré l'indiscipline. Mais La Rochelle peut le faire descendre un petit étage. Est-ce que ça va le faire descendre aux yeux? Ça le fait descendre aux yeux des spectateurs qui n'aiment pas ce geste. Aux yeux du staff, je sais pas. Ça va, c'est quand même un mec qui peut te faire un geste complètement lunaire sorti de nulle part. C'est pas volontaire, franchement, il te fait ça pendant. Commission de discipline. Ouais.
Non mais tu fais ça pendant un mondial, il est absent pendant quelques matchs, tu dis pas la même. J'ai vu une interview de Sean Edwards à la télé britannique après le match qui dit, on lui demande juste un avis sur le tournoi, il cite de lui-même Oscar Giroud en disant il a été absolument exceptionnel et il sera à 100% avec nous dans le futur. Bon, d'accord. Pour moi, ça te gagnant ou grand gagnant alors. Non, pour moi, mais pour moi, juste gagnant. Pour moi, c'est sans la fourchette. Oui, mais elle est là. Sans la fourchette. Et sans les plaquages. Mais il s'en sort bien. Il dit que c'est un peu involontaire. Moi, je te dis qu'aux yeux du staff, c'est un grand gagnant. Ça aurait été le meilleur joueur du tournoi pour moi. Aux yeux du staff, pour moi, c'est grand gagnant. Après, je ne parle pas de la moralité de le sélectionner ou pas, de changer machin. Aux yeux du staff, c'est un grand gagnant. Donc, grand gagnant pour vous ? Julien, t'es OK ? Moi aussi. Très bien. Ça peut même être le 1 des grands gagnants pour moi. Le jeune Mathieu, qui a été titulaire surprise, 11 plaquages en première mi-temps, mais sacrifié à la mi-temps. Pour un choix tactique, on va dire. Bon, statu quo, son rôle n'a pas changé sur ce tournoi pour moi. Très bien. Ouais. Non, mais statu quo. Ça me va très bien, Roxane. Pas d'avis sur pas d'avis sur Théo Mathieu. Tant tu l'as vu 40 minutes, c'est pas évident. C'est ça, ouais. Antoine Dupont. Statu quo. Statu quo, mais un peu déçu quand même. Goodbye Australia. Statu quo, il fait un bon tournoi. Antoine Dupont, Goodbye Australia. Ça sera le seul. Attends, on va le faire. On va faire vraiment l'unpopular opinion. Et ce sera une charnière avec. Ouais, je sais pas qui a la place aussi. J'arrive pas. Non, je réfléchissais, mais je trouve personne. Donc non, on le laisse là. Non, pas grand gagnant quand même. Non, gagnant. On a mis statu quo. J'ai mis statu quo, moi. Statu quo. Statu quo. Il a sa place. Ça change rien, quoi. Son tournoi n'a pas changé notre avis sur lui. Non, je suis d'accord. Baptiste Serin, gagnant. Gagnant. Très bien. Je l'aurais mis grand gagnant sur ses perfs, mais au vu de la concurrence, il aurait fallu qu'il joue un peu plus quand même. Oui, mais il a répondu présent tout le temps. Ouais. Je suis frustré de ne pas l'avoir vu plus. On pourrait se dire que s'il y a personne contre derrière, l'Angleterre, pour moi, il doit rentrer. On peut dire que s'il y a personne derrière, il est grand gagnant. Sauf que tu sais qu'il y a Lucu, Le Garec qui reviennent et que sa place va être menacée quoi qu'il arrive. Donc, pour ça, gagnant. Mais pour moi, justement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a marqué des points quand même sur ce. Pour moi, il est grand gagnant parce que pour moi, il a réglé la concurrence derrière Dupont. Tu crois ? Je le trouve plus fort que Lucu. Je suis pas certaine. Mais je le trouve plus fort que Lucu. À partir du moment où tu donnes que des miettes à ton demi-mêlée remplaçant, je pense que. Mais souviens-toi, l'année dernière, Lucu, on dit pareil de lui à la sortie du tournoi. Je suis d'accord, mais je trouve que Serin, il va mieux optimiser les miettes qu'il va avoir qu'un Lucu qui va être plus gestionnaire. En gros, quand tu vas faire rentrer Serin, c'est soit parce que tu gagnes de 50 points et que du coup, tu vas lui offrir du temps de jeu et que les Bleus vont se régaler. Donc Serin va faire du très bon. T'as pas besoin d'un buteur remplaçant parce que Ramos est là. Donc Lucu, malgré tout, ce côté-là, je trouve que le Garec, il est décevant et que si tu as besoin de dynamiser, tu sais que Serin, il est capable, ce qu'il a fait en Écosse, d'apporter ce que Lucu ne sait pas faire et que le Garec ne fait pas assez souvent. Donc pour moi, il a mis fin au débat derrière. Donc gagnant. Lui, il voulait grand gagnant. Moi, je laisse en gagnant parce que je suis pas sûr que le staff des Bleus soit totalement d'accord avec lui. Est-ce que Maxime Lucu donc est un petit peu déclassé ou en danger? Non, mais dans le sens où je pense que Maxime Lucu a un statut qui fait que Serin n'a pas réglé la concurrence, comme tu dis. Donc statu quo pour Maxime Lucu. Non, il est quand même un petit peu déclassé. Maxime Lucu. Ah ouais. Il a peut-être perdu une place dans la hiérarchie. Il a peut-être perdu une place, exactement. C'est pour ça que je le mets. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin de la saison. Honnêtement, là, il y a un nouveau match des Bleus. Les trois sont disponibles. On reste avec Serin sur le banc, vous pensez? Moi, je suis d'accord avec Julien. Ce que vous pensez, pas ce que vous voulez. Vous attendez à quoi? Lucu remplaçant ou Serin remplaçant? Une finale de Coupe du Monde contre les Box, je sais pas. Si j'ai pas envie de voir plutôt Lucu. Mais en tout cas, il est plus en danger qu'avant le tournoi. D'accord. Je le mettrai, bien sûr. là. Ça me va. Mathieu Jalibert. Grand gagnant. Grand gagnant. Juste gagnant parce que pour moi on s'est posé la question tout à l'heure, mais si Ntamak revient, est-ce qu'au final Ntamak va pas lui repasser devant, à mon sens, de manière injuste? Pour moi, c'est quand même sur le tournoi, on en attendait beaucoup, il était hyper attendu. Mais pour moi, il est gagnant, ça c'est sûr. Il a marqué énormément de points. Mais pour moi, grand gagnant, ça veut dire que tu as réglé le débat. Il n'y a plus débat. Dans la tête de Galtier, tu seras titulaire. Il avait 3 wagons de retard, il en a un d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il ait marqué beaucoup de points. Je pense qu'à son niveau, il a réglé le débat. Tu vois, dans le sens où il a fait tout ce qu'on attendait de lui et il avait tellement de retard sur Ntamak. Mais ça, je suis d'accord. C'est plus d'un point de vue. Et qui nous avait tellement déçus. Est-ce que définitivement il sera le numéro 10? Je suis pas certaine. Grand gagnant, je pense qu'il nous avait déçus au tournoi la semaine dernière. Oui, pour moi, grand gagnant aussi. Mais sans être sûr que ce soit le numéro 10 des Bleus, mais grand gagnant. Il y aurait qui d'autre en numéro 10 des Bleus? Romain Ntamak, on le met où par exemple? En danger? En danger, du coup, a fortiori.
Mais à nouveau, c'est en danger par rapport au rôle qu'il avait avant. Ça veut pas dire qu'il ira pas en Australie. Non, mais oui, pour être c'est en danger pour être titulaire. Chacun est en danger un peu par rapport à déclassé, son statut. Peut-être. Oui. C'est pour ça que la catégorie de statut danger, on aurait dû dire qu'il sera encore titulaire. Déclassé, ouais. Ouais, mais déclassé, vous aurez dit que ça n'allait pas non plus. Oui, on aurait râlé dans tous les cas, Florian. Un petit peu mieux. Non, mais t'as raison. C'est l'esprit de contradiction. Pour moi, Ntamak, statu quo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire titulaire? Mais pour moi, statu quo, si Ntamak retrouve son niveau, c'est. Ah ouais, mais tu mets un son niveau. Pas le grand gagnant. Ça fait longtemps quand même, sans être méchant. Les performances en club ou en sélection de Romain Ntamak, plus les blessures. Il avait pas joué 1 minute avant le Pays de Galles que l'équipe de France voulait le rappeler. Soi-disant, en disant ouais il est bon et si c'était pas blessé au mollet il aurait été là pour préparer le Pays de Galles. Donc pour moi, Ntamak, même à son niveau, pour moi il est dans les yeux de Galtier, ça reste le numéro 10 de cette équipe. Donc pour moi, pour lui statu quo. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que après, c'est mon avis. Ntamak était ce joueur-là dont tu parles, que même s'il n'était pas bon en club, il jouait en équipe de France. Oui. Maintenant, Jalibert a fait des perfs. Et c'est pour ça que je le mets un peu plus en danger qu'avant. C'est que avant Galtier se posait même pas la question. Maintenant, Galtier va se poser la question. Et c'est pour ça que je le mets un petit peu plus en danger qu'avant le début du tournoi. Bah, j'espère surtout. Il m'a convaincu, hein. Il est pas mauvais, Pierre Thévenet. Moi, je vous le dis. C'est de temps en temps, j'ai des quoi qu'en disent les commentaires YouTube, bien sûr, Roxane. D'accord. Donc, juste Pierre, donc tu parlais tout à l'heure, donc on a la finale contre l'Afrique du Sud, on a Jalibert et Ntamak, donc tu mets Jalibert en 10. Je ne suis pas sélectionneur, Julien. Ça dépend qui est ton neuf. Non, mais j'aimerais dire que c'est Jalibert, mais j'en suis pas sûr. Non, au fond de toi, tu sais que ce sera Ntamak, le numéro 10 de cette équipe. Moi, je pense que ça dépend de qui t'as en neuf titulaire ce jour-là. Hein. Je sais pas. Comment ça, qui était en 9 titulaire? Qui en 9 titulaire à part Dupont. Mais non, mais j'imagine le même scénario qu'au dernier mondial, il t'a Dupont qui se blesse, tu vois. Il voudra encore plus se rassurer et te mettre Ntamak. Au contraire. Bah, moi, je trouve que les deux paires sont tellement excellentes quand ils sont ensemble. Pour moi, il est un peu plus en danger qu'un statu quo. Pour moi, s'il retrouve son niveau, pour moi, il redeviendra indiscutable. Roxane, tu tranches? Tu tranches. Mais en fait, statu quo, pour moi, ça veut dire qu'on considère qu'il sera titulaire indiscutable, mais dans ce cas, tu peux pas mettre Jalibert en grand gagnant. Allez, on est en danger, t'as raison. En danger. Tu as tranché. Barassi. En danger. Attendez, il a pas... Là, vous n'allez pas me le mettre en statu quo ou quoi que ce soit. Hein. Il n'a pas fait un bon match. Non, il fait pas un bon match. Il est moins bon que l'année dernière dans le tournoi et il y a des joueurs plus forts que lui qui émergent. Ah ouais, clairement. 40% de plaquage raté, c'est quand même beaucoup. Julien n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Il est jamais d'accord. L'esprit de contradiction. Tu sais ce que je vais le laisser donner son avis en premier parce que là, il y a l'esprit de contradiction. Tu il a juste envie de pas être d'accord. Mais après, c'est toujours pareil. C'est dans la vision du staff. Pour moi, il est en danger déjà après l'Écosse. Sauf que t'as Gaëton qui fait des super matchs en Italie, au Pays de Galles, où tu te dis on va jamais arriver à enlever la paire paloise. Alors Broboiry se blesse, mais du coup Gaëton il reste quand même malgré tout, il a fait des très bons matchs contre l'Italie et contre le Pays de Galles. Et donc là Barassi fait un mauvais match contre l'Écosse, mais malgré tout tu le maintiens. Donc je vois pas en quoi il est en danger pour moi. Deporter lui est passé devant clairement. Deporter lui est passé devant clairement par rapport à l'année dernière. Moi je suis d'accord avec vous, j'aimerais qu'il soit en danger, mais il est en danger par rapport à qui? Pour moi Gaëton il lui est pas passé devant. Gourgue, il lui est pas passé devant. Deporter lui est passé devant. Deporter lui est passé devant. Deporter lui est passé devant. D'accord, mais il reste malgré tout. Je sais pas si Deporter lui était vraiment passé devant. Si, je sais pas. Pour moi, il est pas en danger à partir du moment. Deporter, s'il est pas blessé, il est titulaire. Il est pas en danger à cause avec Gaëton. Donc pour moi, pour lui, c'est un statu quo. Il est à sa place. En danger. Moi, je l'ai en danger. Voilà, très bien. Allez, en danger. C'est réglé. C'est Julien en premier sur le prochain. Broboiry. Vas-y, Julien. Fabien Broboiry. Pour moi, c'est un grand gagnant. Grand gagnant. On est tous d'accord. Allez, zou. Et voilà. Dès que c'est en premier, on est tous d'accord. Mais dès que c'est un palois, surtout, il le met grand gagnant. Le futur. Le présent, le futur. Attendez, ça. Bah non, pas goodbye. De par ses perfs et de par les perfs de Moefana, on le met grand gagnant, c'est ça? Oui, c'est ça, les deux. Bon, très bien. De par ses perfs. Mais surtout par ses perfs. 31 sur 31 au plaquage en 2 matchs. Deporter qui est blessé actuellement, mais qui a plutôt fait des bons matchs. Gagnant Pour moi. Très bien. Julien va dire statu quo. Non, c'est bon. Un palois. On a un bon rythme là. On est bien. Un palois pour Julien et Emilien Gaëton. Et pour moi, Emilien Gaëton, il est en danger. Non, pour moi, il est en danger aux yeux du staff. Les blacklistés. T'as l'impression qu'il lui faut pas confiance. Tu penses? Mais t'as l'impression qu'il lui faut pas confiance en fait. Tu le fais pas rentrer contre l'Angleterre. L'année dernière, c'était pareil. C'est plutôt statu quo. Ouais, mais en Angleterre, l'année dernière non plus, il rentre pas. En Angleterre, l'année dernière, il rentre pas. C'est pour ça que pour moi, c'est statu quo par rapport au statut qu'il avait avant. Il n'a pas gagné de points, il n'en a pas perdu pour autant. Ouais, mais l'année dernière, il n'y avait pas Broboiry, il n'y avait pas Deporter. Donc dans la hiérarchie, pour moi, aujourd'hui, il est déclassé aux yeux du staff.
Pour moi, c'est et encore une fois, c'est pareil que pour Barassi, c'est pas forcément des choses que je comprends. Hein. Mais là, Gaëton, je comprends pas le traitement que lui fait Fabien Galtier. Il doit avoir des choses que nous on voit pas. Il est exceptionnel avec Pau. Mais est-ce que dans son statut en bleu, Julien, il n'est pas en statu quo justement par rapport à l'année dernière? Je trouve que rien n'a changé. Et c'est peut-être ça qui est triste. Ouais. C'est qu'il est de plus en plus fort, mais en fait, sa condition en bleu ne change pas. C'est que s'il y a vraiment personne, bon, allez, ok. Sauf qu'il y a des centres qui sont en train de taper à la porte et qui le relèguent un peu dans la hiérarchie. Ouais, c'est vrai. Roxane, plutôt statu quo ou en danger? On a perdu le rythme. C'est un peu du pareil au même, ouais. Allez, on critique les catégories. En danger. Je rigole. En danger, très bien. Yoram Moefana, plus qu'en danger quand même. Là, c'était pour nous. Plus qu'en danger? En danger. Ah, en danger. En bon danger. En danger. Australia, il allait nous le mettre. Non, mais on est quand même déçus par le tournoi de Yoram Moefana. On est déçus. Après, il revient de blessure aussi. Il faut nuancer quand même. Il revient de blessure. Mais il est en danger aussi. Mais il sera là. La hiérarchie aujourd'hui. Mais il sera là, mais il sera peut-être pas titulaire. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il est en danger. En danger. On est d'accord. Parce qu'il était l'année dernière grand gagnant et que cette année il est déclassé, donc en danger. Vu les performances de Yoram Moefana et nos errements défensifs, est-ce que Gaël Fickou il a gagné des points sur cette fin de tournoi? Non. Ou c'est terminé? Non. Statu quo. Pour moi, c'est terminé. Statu quo ou pas de Goodbye Australia? Vous y croyez plus? Et non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il aurait fait du bien en fin de tournoi dans l'équilibre défensif, mais pour moi, dans le rythme, dans la capacité à enchaîner les efforts, dans la capacité à faire des différences, j'ai revu des images du tournoi Destination 2020 en 2021, il avait des cannes dingues. En fait, on avait oublié à quel point il avait une capacité de franchissement, de vitesse, qu'il n'a plus, parce qu'il a énormément joué, et peut-être, enfin, je sais pas, peut-être qu'il va retrouver des perfs dingues, mais même avec le Racing, il a plus ce jus-là, et c'est encore un organisateur de défense incroyable, et qui est un leader, mais je pense qu'au vu de la concurrence et de ce qu'on a vu et du monde qui est devant lui, il a appelé Noah Néné avant. Enfin, tu vois, ça envoie des signes assez clairs. Il y a 7 centres aujourd'hui devant Fickou. Ouais, donc Goodbye Australia. Ils sont 7 devant Fickou. Les 2 Palois, les 2 Toulousains, les 2 Bordelais et Néné. Donc je vois pas comment il peut aller en Australie. C'est bien résumé, il est bon. Non, il est très bon. Goodbye Australia. Qu'est-ce que j'ai d'autres centres? Non, Adisogbe, un Palois, c'est pour Julien. Voilà. Attendez. Petit problème. Ouais. Non, mais je hésite entre gagnant et grand gagnant. Parce grand gagnant, c'est juste gagnant. Il met 5 essais, mais. Il marque 5 essais. Deuxième meilleur marqueur du tournoi. Il y en a certains qui nous a rassuré Damien Penaud. Oui, mais non, mais on a titularisé Adisogbe pour sa capacité à être bon sous les ballons hauts, ce qu'il a été pendant le tournoi. Il est moins servi que Biel Biarré, mais à chaque fois qu'il est servi, il est malgré tout décisif. Il assure ses tâches défensives. Voilà. Donc pour moi, il a rempli toutes les cases que lui demandait le staff de l'équipe de France. Donc pour moi, c'est un grand gagnant du tournoi. Mais j'entends que ça puisse être qu'un gagnant. Parce que vous croyez après que j'ai l'esprit de contradiction. Non, moi je le mettrais plutôt gagnant parce que je trouve qu'il ne fait pas un tournoi non plus phénoménal. Il est moins bien contre l'Écosse, moins bien contre l'Angleterre. Ouais, comme tout le monde, comme l'équipe. C'est pas vis-à-vis de lui. Mais. Je pense qu'il a ce maillot et que le 14 et que ça va être dur d'aller lui chercher. Mais il m'a moins ébloui que ceux qui sont en grand gagnant. Juste pour Fickou, je pense que c'est Goodbye Australia, mais c'est peut-être, il peut être en Nouvelle-Zélande cet été. Hein. Je pense que sa carrière en bleu n'est pas terminée. Louis Biel Biarré, pas de débat, grand gagnant. Mais de toute façon, il n'avait pas grand-chose à gagner, mais il nous a juste. Il l'a gagné quand même. Dans la hiérarchie mondiale, c'est encore mieux. Bon, il bat tous les records, il explose tout. Et surtout, tu as une arme avec ce jeu au pied dans la course qui est quasiment indéfendable. J'avais regardé, j'en parlais en début d'après-midi. Il met 11 essais en bleu cette année, il y en a 7 qui sont directement après un jeu au pied. Donc c'est dingue, c'est que tu as un truc qui marche, tu le sais. À tous les matchs, tu peux compter sur un essai avec une passe au pied vers Biel Biarré. C'est une arme que toutes les autres équipes n'ont pas. Donc oui, c'est évidemment grand gagnant. Est-ce que c'est le meilleur joueur de rugby au monde actuellement, Louis Biel Biarré ? Vous avez le droit de me dire non. Hein. Je vais refaire ma réponse du week-end, c'est que j'arrive pas à comparer avec l'importance d'un Malcolm Marx pour l'Afrique du Sud. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important en équipe de France. Ok, c'est celui que tu mets en numéro 1 dans la compo. Parce que et Antoine Dupont sait faire beaucoup plus de choses avec un ballon de rugby. Mais je trouve que d'autres gens peuvent mettre ces ballons-là dans la course de Biel Biarré. Personne d'autre peut aller les chercher. Donc c'est pour ça que dans le style de jeu de l'équipe de France, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Il te maintient à flot contre l'Angleterre tout seul. Ça me va. Julien, il n'y a pas un avis là-dessus ? Il hésite. Je le vois. Il a un rire moqueur. J'allais dire,
Louis Bielbiarré est le plus grand athlète qu'a le rugby aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai. un athlète. C'est ça. Non, mais tu vois, le mot important, est-ce que c'est un grand joueur de rugby? Est-ce qu'il est capable de faire une passe est-ce qu'il est capable de faire la passe de Calvin Gourc sur 30 mètres, une vissée? Je pense qu'il voilà. peut. Mais par contre, dans sa capacité, dans son jeu au pied, c'est très très haut niveau aussi, Julien. Par exemple, une caractéristique d'un joueur de rugby. Sa capacité à mettre le ballon sur son pied, c'est un geste technique, tu vois, à 35 km/h. Oui, je suis d'accord. Mais un grand joueur, tu vois, mais pour moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 que tu mets dans ta composition 15 de France. Tu mets Dupont et Bielbiarré. Et peut-être Ramos, les 3. Damien Penaud. Australie ou pas Australie? Oui, Australie. Dans les 33. Donc statu quo pour lui. Ben, Rien n'a changé? Non, jamais. Non, il sera en Je vous Australie. demande. Tu penses qu'il va aller en Australie? Je pense qu'il va aller en Australie. Je pense que. Mais pour les vacances ou pour la Coupe du Monde? C'est un. Les deux. C'est c'est possible. Non mais en fait c'est dur parce que j'en parlais tout à l'heure et je sais pas si dans c'est le un podcast avis entre les poteaux. Vous pouvez retrouver de référence avec Julien Landry, excellent, Wilfried Templier, Denis Gervais, Christophe Cessieux, on est moins excellent. T'as pas dit excellent pour les autres. Oui, parce que Julien il est. Mais non mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Damien Penaud, je comprends la sanction. Je comprends de mettre Théo Etsogbe, qui est un joueur qui sait faire peut-être plus de choses correctement. Il est moins génial, mais il sait faire plus de choses. Il fait encore 10 sur 10 au plaquage contre l'Angleterre. Il est très bon sous les ballons hauts. Il a un meilleur jeu au pied. Peut-être qu'il s'incorpore mieux dans le jeu d'équipe. Sauf que ça marche quand tu fais des matchs où tu défends, en fait. Si tu arrêtes de défendre et que tu prends 96 points en 2 matchs, autant mettre Damien Penaud s'il faut en marquer 120 en face. Enfin, tu vois, de gagner, quand tu gagnes un match 48-46, tu te dis, Penaud, il aurait peut-être pu faire un exploit tout seul et m'en mettre un de plus. Donc c'est pour ça que dans le style de jeu qu'on a vu sur cette fin de tournoi, les 3 premiers matchs, je te dis à Tsogbe, tous les jours, Penaud, il viendra plus. Tu vois les 2 derniers, tu te dis, tu mets Penaud là-dedans, je vois pas quel mal il ferait. Voilà, c'est juste pour ça que en provoque, j'ai envie de le mettre en gagnant. Mais donc il est en danger, il est statu quo, faut vous trancher. Statu quo pour moi. Statu quo, Julien, ça te va? Le statut est le même que Non, pour moi, il est en danger parce que moi, je pense qu'Atisogbe a fait le match. Et puis, n'oublions pas qu'on ne va pas emmener 42 joueurs en Australie. On va en emmener que 33. Et que Penaud est simplement un ailier. Et qu'il te faut de la polyvalence. Il te faut de la polyvalence sur les joueurs. Atisogbe est polyvalent. Gaëtan couvre à l'aile. Arfeuille peut être polyvalent. Tu vas prendre 3 vrais ailiers. Tu prends Arfeuille devant Penaud pour aller en Australie. Tu prends Dréan peut-être. Dréan, n'oubliez pas Dréan. Tu prends Dréan peut-être. Tu l'avais oublié. Non, pas du tout. Dans l'œil. Non, j'ai vu dans l'œil, ça s'allumait. Devant. Pour moi, pour une Coupe du Monde, s'il y a un match, un quart de finale de Coupe du Monde à jouer. Non, Didier, non, je suis pas d'accord. Bon, je le mets en danger avant. Non, mais juste pour moi, un quart de finale de Coupe du Monde, je préfère avoir Penaud que Galdréan sur l'aile actuellement. Mais après, c'est mon avis. Très bien. Thomas Ramos, grand gagnant, on en reste là? Oui, ou statu quo, c'est le Oui, mais trop fort, donc on aime bien le mettre quand même en grand gagnant. Après, sinon, ça va jaser. Bah voilà, vous pouvez retrouver évidemment. C'est dur, Ficou tout seul en goodbye australien. C'est vous qui décidez, moi je l'aurais pas mis là, moi je l'aurais mis plus haut, bien sûr, mais vous avez l'esprit un petit peu taquin. Vous pourrez retrouver bien sûr cette tier list pour faire la vôtre dans les commentaires YouTube. Un petit mot donc sur les chantiers des Bleus avant qu'on termine évidemment par notre quiz. On a parlé beaucoup de la défense. Qu'est-ce qu'on peut changer pour justement qu'on retrouve une défense compétitive? Est-ce que c'est une question de système? Est-ce que c'est une question d'individu? Comment on fait pour ne plus se prendre 50 grains par match? Elle est dure, celle-là. Mais non, mais on lui a répondu un peu tout à l'heure. Romain Tamac. Ok. Non, je rigole. Je blague. Pas de solution évidente. Non, mais on en parlait tout à l'heure, ce jeu dans les rucks. Je pense qu'il n'y a pas de solution évidente aujourd'hui. Non. Ouais. Je crois pas qu'il y ait une solution évidente. Très bien. Et pour l'autre gros point faible... Vas-y. Non, mais tu perds les collisions, donc ça veut dire qu'il faut que tu remettes de l'impact. Là, des fois, j'ai l'impression que c'est juste une question d'envie et d'énergie mis par les joueurs, de perdre les zones de collision, les zones d'impact. Je pense que ça se règle assez facilement pour ça. Tu vois, les problèmes d'hors-jeu, on n'en a pas eu. Pour moi, voilà, le problème, ça, c'est de l'impact, de l'intensité et de l'envie. Déjà, moi, je pense que si tu mets ça, tu vas déjà solutionner beaucoup de problèmes. Il y avait aussi un problème il y a eu un problème sur les derniers matchs de lecture.
derrière surtout. J'ai trouvé que les paires de centre étaient très souvent prises par des combis simples. Contre l'Écosse, il y avait beaucoup d'intensité. On a vu Moefana et De Porter rattraper pas mal de coups, mais les courses de Tupulutu, Hugh Jones, on n'arrivait pas à les lire. Et contre l'Angleterre, on en s'est fait la réflexion avec Julien. Ils font 10 fois la même combine avec une petite redoublée dans le dos et on est à la rue à chaque fois. Je dis pas que c'est que à cause des centres, mais dans la circulation, dans la lecture, on voyait souvent les défenseurs prendre le mauvais mec, mal voir les trajectoires des passes et des courses. Donc ça, après, je sais pas exactement comment ça se travaille, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie carence sur la défense de la ligne arrière et sur la circulation défensive. On prend un essai contre l'Angleterre où ils ont une touche pas loin de notre en but, ils partent une fois à droite, ils font un temps de jeu et derrière, en 2 passes sur le côté gauche, il n'y a plus personne. Atisogbe est venu défendre de l'autre côté. Enfin, on était complètement désorganisés. Donc il faut leur retrouver du liant et de la com, peut-être tout simplement dans les lignes de défense. Qui est en charge maintenant de l'organisation défensive des Bleus? C'est toujours Shaun Edwards ou il a été mis de... Non, sur le papier, c'est toujours Shaun Edwards. Après, sur le terrain, on voit nous aussi à l'entraînement qu'il a peut-être un peu moins d'influence qu'il a pu en avoir. On rappelle que c'était une prise de guerre au début du mandat Galtier, et il l'a rappelé d'ailleurs à la télé anglaise dans la même séquence où il parle de Djegou. C'est pas du tout la question. Il dit d'ailleurs c'est mon 7e titre dans le tournoi, et il part en rigolant. Donc voilà, ça c'est Shaun Edwards. Mais on le voit un petit. En tout cas, après, on connaît pas tout ce qui se passe derrière les rideaux, mais à Marcoussis, on le voit un petit peu moins impliqué, un petit peu moins présent. On a des échos que son influence a un petit peu diminué, en tout cas. Après, est-ce que c'est directement lié? Je ne sais pas. Très bien. L'autre point faible peut-être dans ce tournoi, c'est la conquête au sens large. On a été parfois pris en mêlée fermée, on a été pris aussi sur les groupés pénétrants. Est-ce qu'il faut densifier physiquement cette équipe, par exemple avec un Boudin qui est blessé actuellement, le Rochelet, il me semble. Blessé, ouais. Est-ce que ce genre de profil, par exemple, il nous a manqué, notamment face à l'Angleterre, à la place de Mathieu, un Boudin en 7? Ou un Nouchi. Ou un Nouchi, mais il n'est pas blessé. Non, je pense pas que ce soit la présence de Boudin en Nouchi qui fasse qu'on défend mal un ballon porté. Ouais. Je pense qu'on a l'organisation, pareil. Organisation à nouveau? De l'orga 1 et de la faiblesse de notre première ligne sur les mêlées qui fait qu'on subit. Et de la discipline. Enfin, moi, samedi soir, j'ai regardé le match avec Julien Brugnot, qui est consultant pour nous à RMC. Moi, il était effaré des fautes, des fautes qu'on faisait dans tous les secteurs, dans toutes les conquêtes possibles et imaginables. Et Vas-y, je t'en prie. Non, et ça, la discipline, c'était un truc qu'on pensait régler en début de tournoi. On rappelle, on était à 12 pénalités de moyenne en novembre. On en fait, il me semble, que 4 contre l'Irlande. On se dit, oh, dingue, c'est complètement réglé. Ils ont réglé en effet le problème de hors-jeu. Mais au fur et à mesure du tournoi, ça a continuellement augmenté les fautes. Et du coup, ça fait partie, quand Julien disait, je trouve qu'on a régressé. On pensait avoir progressé sur des choses et on se rend compte qu'en fait, c'est pas réglé. Et il l'avait énormément travaillé, cette discipline. Donc en effet, ça, c'est un petit peu inquiétant. Mais ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on subit. On subit tout. Et quand tu subis, que tu défends en reculant, que tu es en retard, que tu circules mal, bah, tu fais des fautes, c'est quasiment obligatoire. Avec un vivier aussi... Vas-y, Julien. Il a un petit peu de décalage, il est à Montpellier. Oui, non, mais c'est parfois, on a l'impression que c'est simple de défendre un ballon porté, tu te mets en face, tu pousses et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est un vrai travail de la semaine de savoir défendre un ballon porté, un travail collectif, de savoir comment on s'organise, de savoir comment on va contester les ballons et le fait de changer toujours aussi tes associations. Je pense que Flamand et Meafou défendent très bien les ballons portés du côté de Toulouse, mais là, du coup, tu changes aussi les associations, tu changes les habitudes des joueurs, et comme le dit Pierre tout à l'heure, des fois, on a l'impression que les centres ne sont pas connectés. Moi, sur ces groupes pénétrants, j'ai parfois l'impression que le 8 de devant n'est pas toujours connecté sur la manière de le défendre. Le groupe pénétrant des Anglais qui nous enfoncent sur 25 mètres, et on décide après 23 mètres de se dire, bon, là, il va peut-être falloir qu'on l'effonde, le ballon porté. Voilà, je trouve que c'est pareil. J'ai l'impression que parfois, il y a un manque de travail sur certains aspects des choses. Donc, moins de jours de repos pour les Bleus. Plus de travail collectif, c'est ça peut-être la clé. Bon, très bien, merci pour les pistes que je vous propose pour terminer cette émission Mêlée ouverte. Mon émission commence. On démarre bien sûr avec le petit quiz. Non, là vraiment, vous avez tous toutes vos chances, évidemment. Ça va être un quiz en revanche de rapidité. Il y aura des questions assez simples et également des petites biographies sur des joueurs mystères. Par contre, vous n'avez pas le droit de bombarder, vous ne donnez pas 10 réponses. Mais ça reste de la rapidité. On en donne une, on perd la main. On en donne une, on perd la main. Et puis, si jamais ça traîne en face, vous avez le droit de reprendre la main. Est-ce que vous êtes prêts? On précise avant le quiz. Il est beau. Merci à la prod de Chloé Timbert, je pense à PHO, à Christophe Dumas, à tout le monde. Julien a du décalage.
Donc voilà, mais c'est pas grave, ça, il est très fort, mais bon, il a tellement gagné il a une expérience est-ce qu'on peut vraiment, s'il part pas avec un petit handicap, c'est comme la mêlée française avec Dorian Leguéry, sinon on est trop brillant. Qui a inscrit le premier essai du tournoi? Bielbiarré. Bonne réponse de Roxane. Pierre aussi, t'as un petit peu de retard. Non, mais elle a dit au pif. Non, c'était le plus probable. Au bluff, plus très bien. En question de rapidité, pas chacun votre tour, mais une par une en tout cas, est-ce que vous pouvez me donner une fratrie ayant disputé le tournoi Destination 2026? 2 frères ayant tous les 2 joué dans ce tournoi. Est-ce que vous en avez? Canonné. Les frères Garbissi. Prendergast. Bon, alors 1 point pour chacun. T'as dit quoi, Julien? Canonné, Garbisi, Prendergast. Pour 2 points, maintenant, la dernière fratrie. Il en manque une. Wow. Prendergast, Garbisi. On a la nationalité. C'est pas l'écurie? C'est pas l'écurie. Il n'y a que Tom qui a joué, Ben était blessé. Ça doit être des Gallois. Il y a un 3e ligne et un pilier. Fagerson. Oh, magnifique, Pierre Thévenet. 2 points pour Pierre, si on peut, parce que celle-ci elle est très belle. On passe maintenant aux biographies mystères. Donc, je vais vous donner une petite biographie des joueurs et vous me donnez l'identité. Joueur de rugby né à Trappes. J'ai disputé tous les matchs du tournoi Destination 2026 avec le 15 de France. Je débute le rugby au club de Morpas-Elancourt avant de porter les couleurs. Un point chacun. Un point chacun parce que vous avez. Attendez, mais qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Région parisienne, il n'y en a pas 50, format Massy, Guillard. Très bien. On continue. Donc 1 point chacun, magnifique. On part sur un joueur de rugby né à Trévise, issu d'une famille de rugbymen. Paolo Garbisi. Non, c'est plus à toi, Julien. On va attendre un petit peu les autres indices si tu nous le permets. Mon père était international et mon frère aîné est également joueur professionnel. Laïnac. Bonne réponse, Louis Laïnac. Oh là là, bien il joué. y avait des petits pièges et tout, parce qu'on pense il est très fort. Un petit dernier, une dernière biographie mystère. Joueur de rugby né à Cardiff. J'évolue en Premiership depuis 2022. Qui joue en Angleterre. Je connais 14 sélections avec mon équipe nationale pour 7 essais inscrits. Attendu comme une des attractions... Les Amites ? Non, c'est plus à toi. Attendu comme une des attractions du tournoi Destination, je me blesse avant le premier match. C'est dégueulasse. Alors que j'ai été annoncé titulaire et ne dispute finalement aucun match. Pierre Thévenet, je le connais, n'a aucune idée de la bonne réponse, mais vous met la pression. Je n'ai aucune idée de la réponse. Joueur d'Exeter. Julien, tu es tout seul. C'est avec l'Angleterre que je devais disputer le tournoi. Je peux y aller ou pas? Tu peux y aller, Pierre. Feyi Waboso. Feyi Waboso. Exactement. Non, pour le coup, il a eu un point chacun. Un point chacun. Parce que vous l'avez dit en même temps, donc ça veut dire qu'il l'a eu un peu avant. Il l'a dit un petit peu après. Moi, je veux dire que c'était lui qui l'a eu avant. Et en effet, il est né à Cardiff, Emmanuel Feyi Waboso. Une dernière question pour... oh là, mais Pierre a beaucoup d'avance. Allez, on va mettre 2 points pour l'histoire. Ça va être... Ça va être 6-3. Si, Julien, s'il te plaît. Ça, je croyais 4. Dernière question. Parce que j'ai été énorme. Qui est le dernier marqueur d'essai du tournoi? Freeman. Pierre Thévenet l'emporte. Ah oui, alors là, haut la main. Et c'est Tommy Freeman Bravo. qui a scoré en toute fin de match. 7 points pour Pierre Thévenet, 3 points pour Julien Landry et 2 points pour Roxane qui a quand même été excellente dans cette émission. Je suis le seul à être... C'est vrai que t'es sur le podium. À être loin derrière. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent le cas dans les quiz. Merci à tous, bien sûr, à Pierre, à Roxane, à Julien, à Cyprien, à Wilfried d'avoir été avec nous pour ces différents... Adrien, bien sûr, d'avoir été avec nous pour ces émissions de Mêlée Ouverte. Merci à la prod qui nous a régalé, les PH, les Christophe, Chloé Timbert, Alex Gergaud, Flo et Adrien qu'on n'a pas vu mais qui m'a aidé à concevoir ces émissions. On en reste là pour Mêlée Ouverte lors du tournoi Destination. On se retrouvera bien sûr lors des prochaines très grandes affiches. Et puis je vous invite bien sûr à suivre, à écouter le podcast Entre les poteaux pour retrouver toute l'équipe de Mêlée Ouverte. Merci à tous, c'était un plaisir et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube RMC Sport.